It's a vast topic which I have been asked to cover. C'est un vaste sujet que l'on m'a demandé de couvrir. Je ne vais pas perdre de temps en tentant de cadrer le sujet. Oh, je pourrais m'exprimer pendant 2 jours là-dessus, parce qu'il y a tellement de points de vue intéressants dans ce processus. Je vais me centrer sur 5 questions. Et je vous invite à me contacter si vous voulez les rendre. Il y a une grande différence entre les expériences de réforme, de libéralisation dans le monde en transition de la Pologne à la Chine. Les réformes en Chine et au Vietnam ont été considérées comme couronnées de grands succès. Elles ont permis à des centaines de milliers de personnes de s'extraire de la pauvreté, le plus grand programme contre la pauvreté qu'on ait jamais vu. Lorsque le processus de libéralisation a été entamé dans l'ancien empire soviétique, tout le monde s'attendait au même résultat. Ce qui s'est passé, en fait, a été très différent. Alors, la productivité devait modifier, mais en fait, on a seulement vu la fin de la pauvreté rurale. Après une décennie, les choses ont radicalement changé. La dernière décennie ont vu un grand changement. Il y a eu essentiellement une grande croissance dans cette région. L'Afrique se situe dans un entre-deux pour ce qui est de ces réformes. Il y a un rapport qui a dit que les réformes n'avaient pas répondu aux attentes. Alors la question est pourquoi de telles différences et quelles sont les conséquences, tout particulièrement pour l'Afrique. J'ai repris 2 articles qui reprennent beaucoup des matériaux que je vais mentionner. Alors, succès et échec des réformes, et puis un travail de la Banque mondiale. Alors, brièvement, je vais énoncer 5 éléments. Est-ce que les perceptions sont correctes? L'impact des distorsions des prix, les structures des exploitations, les institutions pour les échanges et les investissements. Ces transparents montrent comment comparer l'Afrique avec ces régions. Si vous regardez la productivité et l'output, eh bien l'Afrique n'a pas une mauvaise performance. En bas, c'est l'Asie de l'Est, la Chine et le Vietnam essentiellement. Il y a eu une croissance phénoménale depuis le début des réformes. Ça, c'est en haut, pardon. En bas, c'est l'ancienne l'Europe de l'Est, quelques années après le début des réformes. L'output a diminué d'environ 30%. Si vous regardez l'Afrique, c'est plus comparable à la Chine. Croissance de 40% pendant une décennie. Si on regarde le résultat par tête, alors là, on voit que l'Afrique n'a pas une bonne performance. Alors, la productivité, là, on voit qu'en Afrique, elle s'est accrue les années 90, mais le taux de croissance de la productivité est faible. Il a été beaucoup plus fort en Chine et au Vietnam. Et il y a eu aussi de grands déclins de productivité dans les 4 à 8 années du processus de transition en fonction des régions. Depuis, elle a été forte. Si l'on voit les rendements des terres, alors on voit la même chose. En Afrique subsaharienne, ensuite, on a scindé cette moyenne, faible productivité, faible production, en fonction des différentes productions. Et on voit de grandes différences entre les matières premières. Alors, une croissance forte, comme en Chine, pour les fruits et légumes, les céréales, les tubercules. Et en fait, ce qui explique la productivité faible, eh bien, c'est les cultures d'exportation traditionnelles, le coton, le thé, le café. Alors ici, on voit les prix agricoles dans les 4 régions.
Alors, l'Europe de l'Est, une expérience difficile. Il y avait des subventions fortes avant les programmes de libéralisation. Et ceci a contribué à un déclin des résultats de production. L'Afrique est plus comparable à la Chine. En bas, on a la Chine. Et suite au programme de réforme en Chine, la Chine a imposé beaucoup d'impôts aux zones rurales. Ça a eu un impact sur les prix. Et ça a été complètement éliminé. La Chine, à nouveau, subventionne ses agriculteurs. Et donc, ça a eu un effet sur les prix. En Afrique subsaharienne, on a la même chose, mais c'est moindre, de moins 30 à moins 10%, par le biais d'une réduction des taxes à l'exportation, ce qui s'avère vrai pour l'ensemble de l'Afrique. Alors, si on regarde les programmes d'ajustement agriculteurs et terres, pourquoi est-ce qu'il faut des petites exploitations? Pour simplifier vraiment au maximum, parce que c'est complexe. L'avantage de petites exploitations, c'est que vous avez une gestion de la main-d'œuvre très efficace comparée à de grandes exploitations. Il y a des économies d'échelle, par ailleurs, qui peuvent être importantes. Donc, il y a un avantage. Ce qui se passe, c'est que dans les pays où usage de la terre intensif, on utilise la terre, et alors qu'à l'inverse, c'est la main-d'œuvre qui est importante. Avec les processus de transition, eh bien, on voit comment cette transformation s'est opérée. En bas, on voit l'intensité de la main-d'œuvre, faible en Russie, en Europe centrale, très élevée en Chine, au Vietnam, au milieu, le Balkan et le Caucase. Et l'axe horizontal, c'est l'utilisation de la terre. Et on voit effectivement qu'il y a une corrélation avec la taille des exploitations. Alors là où la main-d'œuvre est intensive, en Roumanie, en Chine, au Vietnam, on est repassé à des exploitations de petite taille. Ça, c'est très important comme conclusion. L'optimalisation de l'agriculture dépend de la taille d'exploitation. Et c'est important dans l'utilisation de la main-d'œuvre. Alors, les régions à forte main-d'œuvre, on passe aux petites exploitations et ça permet des gains d'efficacité. Là où on a de grandes exploitations avec beaucoup de capital, la productivité est essentiellement due à une utilisation efficace des terres. Bon. Je ne vais pas vous expliquer en détail ceci, mais on voit des modèles de changement très différents dans les différentes régions. En bas, l'axe horizontal, c'est le changement dans la main-d'œuvre dans l'agriculture sur 10 ans, depuis le début des réformes. Et l'axe vertical, c'est l'importance des petites exploitations. En Afrique centrale, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Estonie, on voit qu'au début, il y a perte d'emplois, mais on maintient des grandes exploitations. Dans la Baltique, on voit qu'on passe de grandes exploitations à des petites exploitations avec une absorption de la main-d'œuvre. Et donc, beaucoup d'appels de main-d'œuvre. Et puis, petit à petit, on voit que ça converge. Cadran nord-est, si vous voulez. Donc là, on passe à un système où il y a davantage de petites exploitations ou de taille moyenne et développement de l'économie rurale. Mais donc avec des pondérations tout à fait différentes. Ensuite, c'est ce que j'appelle les institutions favorisant les échanges. Quand il y a eu
libéralisation, on a souvent dit il faut que le prix soit juste et ça va le faire. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que le marché n'est pas seulement un marché où les gens vendent et achètent, c'est le fait qu'il y a la façon dont les échanges ont lieu. Et ça se fait de manière beaucoup plus sophistiquée que ce qu'on avait envisagé. La coordination verticale, par exemple, ou les contrats interliés, à qui vous vendez, ont aussi une influence. Et ça, c'est très important. Avant la réforme, c'est ce que les entreprises parapubliques faisaient. Elles achetaient les produits, mais elles donnaient aussi des instructions. Et donc, la transition d'une économie étatique à une économie de marché, eh bien, c'est la même chose persiste, mais par le biais d'entreprises privées. Elles offrent le crédit, les instructions, mais c'est devenu aussi beaucoup plus sophistiqué puisque ce sont maintenant des intermédiaires financiers. On a d'abord vu ces évolutions en Europe centrale, puis plus à l'Est, et on voit beaucoup maintenant ceci se produire en Afrique dans les chaînes à haute valeur, une coordination verticale qui se fait. Et cette coordination verticale introduit des investissements, les transferts de technologie et de savoir-faire, et ça c'est très important. On voit maintenant un graphique, on a les différents pays, et c'est le secteur laitier dans une dizaine de pays. On a constaté que le développement de programmes de coordination de développement ont une corrélation avec les réformes, une corrélation positive. Ainsi, vous avez des investissements au travers de l'industrie agricole et vous avez une augmentation de la productivité des exploitations. Alors on a fait donc le lien avec l'Afrique subsaharienne et on a tenté de comprendre les choses. Et notre hypothèse est la suivante. La raison pour laquelle faible valeur, pourquoi certaines productions ont eu une bonne performance, ce sont les exportations traditionnelles qui ont le plus souffert. Eh bien, c'est lié à ces mécanismes de coordination verticale et le fait qu'ils fonctionnent ou pas. Et l'agriculture vivrière dépend peu des intrants externes, alors que celles qui ont une haute valeur ont besoin de ces intrants. Il y a suffisamment de profit qui auto-alimentent le système. Alors, dans les chaînes de valeur moyenne, il y a beaucoup de problèmes et les gains de productivité n'ont pas lieu. Il y a des déclins dans les niveaux de production. Okay. Next, please. Okay. And so this is just an illustration. Ici, nous avons une illustration des exportations en fruits et légumes. On voit un progrès énorme. And to some extent, I mean, certainly what's happened over the last decade has a lot of this same institutional organization mechanism as we have seen in Eastern Europe in the 1990s. This is my last point, and it's about the role of foreign direct investment. It compares foreign direct investments in the different regions I've talked about, and you see that the red line is Central and Eastern Europe, and the inflow has been incredible. Okay, there's been a massive inflow of foreign direct investment. Là, il y a un flux énorme d'investissements étrangers. C'est moindre dans les autres régions. Je crois qu'en Europe de l'Est, et ça fonctionne de la même façon dans les chaînes à haute valeur en Afrique, le flux d'investissement a contribué à un influx de technologies, de capitaux, et a permis l'accès au marché des pays riches, et ça a joué un rôle essentiel. Et ça peut jouer le même rôle en Afrique. Il y a toutefois une grande différence avec l'Afrique. Il y a tout un débat sur l'acquisition massive de terres par des étrangers. En Europe centrale et orientale, l'essentiel des investissements était dirigé vers les terres. Et en Afrique, il faut réfléchir à un mécanisme où on peut apporter des solutions
en assurant les avantages que peuvent assurer ces capitaux étrangers et en tenant compte de la sensibilité sociale et politique des investissements qui sont dirigés vers les terres. Merci.